Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue. Bienvenue pour ce troisième podcast de cette série Golasso Scout, notre podcast plus général sur les jeunes joueurs au Portugal, mais avec cette petite série qu'on a commencé il y a 2 semaines déjà. On a d'abord parlé des talents générationnels d'Alcochete et du centre de formation du Sporting. L'année dernière, c'était le centre de formation de Braga qui était mis à l'honneur, et aujourd'hui, on continue avec ce troisième épisode sur le Seixal, connu, débattu pour savoir si c'est actuellement le meilleur centre de formation au Portugal, avec des joueurs de qualité dans toutes les générations, et c'est le thème de notre podcast, d'élire par génération, des 2001 jusqu'au 2005, un talent à suivre dans les années à venir. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a une nouvelle tête, Dany. Dany, comment tu vas? Écoute, très bien, et toi? Moi, ça va. Tu n'es pas trop déçu de la défaite du FC Porto hier? Puisqu'on enregistre ce jeudi. C'est dommage, non, mais c'est dommage pour le football portugais, le coefficient. Ouais, C'est vraiment très très dur pour moi, c'est invivable. Mais bon, on va s'en remettre. Ça sent la sincérité. Et vous l'avez entendu aussi, Alex, comment tu vas? Bah écoute, bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour Dany. Bah, on ne peut qu'aller bien après cette belle prestation hier, victoire 3-2 contre la meilleure équipe du monde. Donc on est heureux, on est content et voilà. Ouais, c'est pour ça qu'il n'était pas là hier lors du live, parce qu'il n'a pas du tout suivi le match du FC Porto. Donc il a fallu un remplaçant, on le rappelle. Les garçons, on va commencer comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant, par cette génération 2001. Et c'est toujours un peu cette génération qu'on se dit, est-ce que si on avait fait ce podcast il y a quelques années, on n'aurait pas forcément eu le même nom à suivre en fonction il y a quelques années qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une génération qui a quand même une partie qui a fait cette finale de la Youth League l'année dernière en Europe, qui pointe déjà un peu le bout de son nez avec une tête de gondole qui est Gonzalo Ramos, qu'on va peut-être élire comme talent générationnel. C'est Dany et Alex qui le feront aujourd'hui. Et je vais commencer par toi, Dany. Qui est pour toi, est-ce que c'est Gonzalo Ramos, ce talent générationnel, et est-ce qu'il y a quelques années, tu t'aurais dit, est-ce que ça allait vraiment être lui? On a déjà fait un podcast sur lui, donc si c'est lui, on va pas passer un temps fou, mais voilà, on avait parlé comme quoi il n'avait pas commencé au poste d'avant-centre, qui s'est révélé sur ces dernières saisons seulement à ce poste-là, avec ce sens du but. Toi, quel est le talent générationnel de cette génération 2001 du côté du Seixal? Pour les 2001, sachant on avait dit qu'il y avait Gonzalo Ramos, Thomas Tavares, parce que je le compte dedans, Morato, Mbalo, pour moi, si on met Morato dedans, ça peut se jouer avec lui, parce que pour moi aussi, c'est après Gonzalo Ramos le joueur qui est le plus à même de pouvoir s'imposer en A. Gonzalo Ramos, c'est par contre le produit où on a mis le plus d'attentes niveau com, selon moi, où on a vendu et survendu sa fin de championnat avec la B, surtout sa campagne avec la Youth League et ses 2 buts en championnat sur la fin de saison l'année dernière. Et du coup, on l'a mis un peu comme le nouveau produit, on lui met une clause à 120 millions. Après, si on parle que de foot, pour moi, ouais, c'est un joueur aujourd'hui, s'il est entre de bonnes mains, ça peut clairement être le talent de cette génération 2001. Maintenant, faut-il encore qu'il soit bien poli, bien géré, parce que bon, on l'a vu dans les précédentes générations aussi, qu'on avait des noms qui finalement pour nous c'était une évidence qu'ils allaient s'imposer en A, et finalement pas pour l'instant, en tout cas ça l'a pas été. Je pense à des Jota, Florentino, même si Florentino a eu quelques temps de jeu, mais par exemple un Jota ou en B il survolait comme Gonzalo Ramos, ne s'est jamais imposé en A. Après, en l'occurrence, Gonzalo Ramos avec la A, à chaque fois qu'il a joué, il n'a pas déçu. En tout cas, il n'a jamais été mauvais selon moi. Donc ouais, pour moi, ça pourrait être le joueur qui se distingue. Rappelle-moi les autres noms, parce que pour moi, Mbalo, si on monte en pire, je peux te parler de Mbalo. Mbalo qui, pour moi, à une époque, on aurait dit que ça aurait été lui.
Je pense très clairement à 15-16 ans. On aurait dit que c'était Mbalo qui serait dedans. On aurait même peut-être dit Jair Tavares à une époque aussi, quand les deux faisaient des dégâts avec les sections jeunes du Portugal. Mais c'était une autre époque et aujourd'hui, ça a bien évolué. Mbalo, après son transfert avorté à Leipzig, on l'a plus trop retrouvé. Il a enchaîné les blessures par la suite. Parce que je crois qu'en plus, après son transfert avorté, on le voit plus trop sur le terrain pendant 2-3 mois. Je crois, la saison. Et après, il y avait une blessure, un truc comme ça. On le revoit un moment revenir. Il fait ce championnat junior avec Jota Félix où c'est incroyable. Je me souviens même d'un but, je crois, c'est contre l'Échange où il fait une action magnifique. Et comment? Quand le ballon il touche même pas le sol là. Ouais, exactement. C'est cette action exactement. Et pour moi, voilà, on se disait il va quand même rebondir par la suite. Il a eu une bonne saison avec, je crois, avec la B où il se débrouille plutôt pas mal. Ah non, un bon début de saison, c'était l'année dernière. Mais tu sens quand même qu'il a perdu et que c'est plus lui qu'on attend. Aujourd'hui, s'il rentre avec la A, pour moi, c'est déjà bon signe. Enfin, ça serait une bonne chose pour lui. Je le vois plus faire la carrière auquel il aurait pu prétendre. Après, il y a des raisons, même extra sportives pour moi, mais c'est autre chose. Mais non, du coup, je dirais Gonzalo Ramos, Thomas Tavares qui revient bien avec Farense. D'ailleurs, je voulais te demander s'il avait fait un bon match contre Braga parce que je l'ai pas vu. Mais je vois qu'il enchaîne avec la Ligue 1. Mais voilà, pareil, je le vois pas faire non plus une carrière internationale. Il peut faire une très très bonne carrière en Ligue 1, peut-être dans un bon club à l'étranger, mais je ne vois pas taper un top club. Là où pour moi, Gonzalo Ramos a le bagage a le potentiel pour. Après, il faut qu'il soit encore une fois entre de bonnes mains pour aller déjà s'imposer en A. Si c'est pas le cas, aller dans un club étranger et vraiment être dans un club où il aura toutes les conditions pour s'imposer puis s'envoler. C'est pas avec nous. Et pour Morato, comme on l'a dit, comme je l'ai dit au début, même si on va pas vraiment considérer que c'est de la formation Seychelles, même si quand il partira, je dirais que c'est du Seychelles. Mais comme Ederson. Exactement. Et non, pour moi, c'est déjà autre chose. C'est un mec qui vient pour 6-7 millions d'euros, il me semble, sans avoir joué un seul match en pro à Sao Paulo. C'est quand même un gros transfert. C'est un défenseur impressionnant déjà physiquement. Même si c'est pas souvent le critère que je regarde en premier, mais il faut le dire, c'est un joueur physiquement qui est impressionnant, imposant pour son jeune âge. Et après, c'est sa qualité. Pour moi, dans l'anticipation, jeu au pied. Balle au pied, pardon, il est très très bon. Très très bon. Il a un pied gauche, même avoir un gaucher, c'est important pour moi. On t'entend pas autant que ça. Et c'est un défenseur que j'adore voir jouer. Franchement, rien à dire. Je pense que vraiment, ça sera par la suite avec Thomas Aloge, c'est une génération, les défenseurs qui feront partie de l'équipe A si l'entraîneur en place le désire. Voilà. Ok Dani, tu as fait le tour de la génération 2001. Alors c'est vrai que moi j'ai pas mis Morato dans ma liste des joueurs qu'on pouvait potentiellement évoquer parce que voilà, pour moi c'est plus de la post-formation déjà que de la formation du côté du Seychelles. Il a jamais joué en U19 il me semble. Il a joué en Youth League. Si, il a joué. Il a joué en championnat U19 avec la Youth League. Oui, avec la Youth League pour moi, c'est le U19. Il a joué avec les moins de 23 ans et il a joué avec la B. D'accord, mais il a plus souvent, il a été à la base, il est venu pour intégrer l'équipe B, donc c'est déjà un niveau de formation, qui pour moi déjà plus de la post-formation, c'est pour ça que je l'avais pas inclus. Mais c'est bien, tu as fait le tour de cette génération 2001. Bon, je vais laisser Alex trancher pour savoir quel talent générationnel c'était de cette génération, mais on voit bien que, et le cas Mbalo est assez significatif, que si on avait fait ce podcast il y a 3-4 ans, Mbalo ressortait facilement devant, il était surclassé il a quasiment tout le temps été surclassé, et aujourd'hui il est un peu clairement en retard par rapport à Gonzalo Ramos qui pointe déjà le bout de son nez en équipe première. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Ouais, clairement. S'il y a 3 ans de ça, on aurait demandé, ça aurait été clairement Mbalo. D'ailleurs, à l'Euro U17, c'était la star de la sélection, Mbalo. Voilà, quand je me rappelle, il s'était blessé un peu, on était tous en train de trembler parce qu'on savait pas c'était qui s'est remplaçant, alors que Gonzalo Ramos, c'était juste un petit joueur comme ça qui jouait au milieu et qui faisait pas de bruit, quoi. Donc, non, clairement, il y a 3 ans de ça, c'était clairement Oumaro Mbalo. Danny l'a expliqué, se faire avorter l'a un peu mis dedans. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à modifier son jeu qui est fait sur la vitesse et la puissance, revenir tout le temps sur le pied gauche. Il n'a pas su faire évoluer son jeu, donc ça devient un peu plus compliqué pour lui, mais on verra avec le futur, parfois des joueurs qui sont là stagnent un peu et ensuite progressent d'un coup.
Donc on verra, mais sinon pour trancher, oui, ça dépend. Si on met Morato dans le lot, pour moi c'est le meilleur joueur, c'est sûr qui fera peut-être la meilleure carrière parce que Dani l'a Ouais. très bien dit, c'est joueur le plus complet déjà à 19 ans, c'est très 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 fort. Si on ne le met pas dedans, bah, c'est clairement Gonzalo Ramos qui progresse d'année en année. Vraiment, je ne le vois pas de limite. C'était un milieu de terrain, aujourd'hui c'est un 9,5. Et Georgiou l'a dit, ça va être clairement dans l'avenir un attaquant de surface qui sera complet du coup parce qu'il pourra jouer à tous les postes, il pourra remplir tous les rôles d'un attaquant. Donc non, c'est clairement le meilleur de cette génération si on enlève Morato. Et ensuite, oui, il y a d'autres joueurs comme Thiago Araujo, pardon, Voilà. Thiago Non, aussi. Gouveia aussi qui est pas mal, qui fera peut-être pas une grosse carrière, mais qui fera une bonne petite carrière de joueur. Donc voilà, mais ouais, sinon pour moi, c'est les deux qui sont au-dessus, clairement, c'est Gonzalo Ramos et Morato. Si je peux te compléter, parce que là, du coup, je me suis mis la liste, parce que j'avoue, j'ai un peu de mal avec les années, etc. T'as le gardien, par exemple, Léo Kokubo, que J'allais j'aime t'en beaucoup. parler. J'aime beaucoup, qui déjà est arrivé un peu plus jeune, ça fait 1 an ou 2 qu'il est là. Il a moins de temps de jeu en ce moment, mais parce que devant lui, il a quand même un Svillar et un Samu qui est préféré en U23, mais il avait débuté avec les U23 en début de saison. Je pense que ça va se faire naturellement, ça sera lui le prochain gardien de la baie. Ou même prêter, ça me dérangerait pas. On a joué en flèche à droite, on a déjà vu jouer avec la A, mais je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le fait que Ouais, c'est un joueur qui fera une bonne carrière en Ligue 1, mais je ne lui vois pas une carrière impressionnante, même si voilà, c'est vrai que physiquement il peut être intéressant pour certaines équipes, je pense qu'il fera le job. Maintenant, pour le football qu'on souhaite, en tout cas, après vous me direz, André Almeida a été latéral droit chez nous pendant presque 10 ans, mais pour moi, en tout cas, le poste que je vois d'un latéral droit, je ne vois pas Jean Ferrer s'imposer à ce poste-là chez nous. Après, ça sera quand même un bon défenseur, je pense. T'as Fabio Batiste, t'as Samuel Pedro qui est plutôt bon en ce moment Ouais, club, mais pareil, je vois pas en ces joueurs-là des mecs qui ont plein de la Ligue 1, pour moi. surtout qu'il est arrivé Et- plus tard, Samuel Pedro. oui, il était à Coimbra avant, ou Boavich, pardon. Non, Boavista, il était passé par Braga après Boavista, donc il est arrivé déjà quasiment en équipe B du côté de Benfica, donc c'est pour ça que je l'ai pas inclus dans la liste. c'est Après, ça, on c'est a ça. Sandro Cruz, voilà, Thiago Gouveia, mais c'est des joueurs quoi. Encore une fois, on va le répéter, c'est des mecs qui sont bons en ce moment avec la B. Sandro Cruz, pardon, bah, que Mathieu connaît aussi, pour être passé par Braga. Est un joueur qui, pour moi, aurait pu être un très bon latéral gauche s'il n'avait pas eu ses multiples blessures, parce qu'il est quand même intéressant, un joueur qui a les 2 pieds. Mais il revient bien avec la B, donc pourquoi pas le voir dans un futur peut-être lointain, peut-être après des prêts en gagnage, etc. Venir jouer ce poste-là chez nous, parce que quand tu vois qu'un Joe Gonçalves, même s'il joue un tout autre poste en B, je le voyais pas au vu sur sa fin de saison avec la B il y a 2-3 ans, je le voyais pas s'imposer un jour avec nous dans la A, pardon. Et aujourd'hui, quand tu vois titulaire à droite, finalement, ça va très vite et tu vois que ça dépend de l'évolution de carrière qu'ils ont. Finalement, son prof à Molican lui a fait énormément de prêts, de bien, pardon. Et quand tu vois pourtant son premier prêt à Nottingham Forest, tu disais que, bah, écoute, tout allait être top pour Jean Colval et que lui, bah, il allait sombrer. Et finalement, bah, c'est l'inverse. Enfin, aujourd'hui, un joue à Almeria et l'autre est titulaire à Benfica, donc ça va plutôt bien. Ok les garçons, donc je prends note de Gonzalo Ramos, le talent générationnel à suivre du côté des 2001, parce qu'on compte pas Morato qui est arrivé plus tard du côté du Seychelles. Pour cette génération 2001, on a fait le tour, et on va continuer par cette génération 2002, donc du côté de Benfica, qui est un peu comme dans tous les clubs, que ce soit Porto ou Benfica, et surtout au Sporting, un peu la génération avec des talents de très très haut niveau en formation. Est-ce qu'ils confirmeront, on verra, mais en tout cas j'ai envie de vous lancer les garçons, parce que là quand j'ai fait la liste, genre ce que vous allez dire, mais j'ai un doute entre deux joueurs. Vous allez me dire qui c'est, mais on verra. Il y en a un surtout qui performe cette année, même s'il est porté disparu depuis quelques mois, enfin quelques semaines. Donc je vais te laisser commencer, Alex, sur déjà qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses même que moi qui est Paulo Bernardo du côté des 2002, du côté de Benfica? Que se figure de choisir? Quelle Ouais, génération? Il y en a au moins 3-4 qu'on pourrait élire facilement dans d'autres clubs. Mais ouais, non, pour moi, c'est Paulo Bernardo, du coup, de loin, hein, parce que c'est le joueur qui est peut-être déjà prêt pour jouer avec la A. Je pense qu'il est même déjà prêt pour jouer avec la A au vu du profil qui manque dans cette équipe.
Renato Paiva le dit très bien, c'est un crack, c'est celui qui ira peut-être au plus haut niveau, qui jouera dans les meilleurs clubs, des clubs qui joueront la victoire en Ligue des Champions. Donc ouais, non, pour moi, c'est clairement lui. Il a un profil box-to-box, très à l'aise techniquement, qui est très bon dans les deux surfaces. Il a un gros volume de jeu. Pareil, c'est un joueur qui progresse d'année en année. Voilà, maintenant, c'est vrai que tu as dit, les portées disparues, je sais pas ce qu'il a. C'est inquiétant parce que. Il y en a qui parlent encore d'une blessure sur le transfert. Ils disent encore qu'il est blessé. On l'a pas vu depuis l'entraînement, parce qu'il me semble qu'il avait fait l'entraînement avec la A sur un entraînement avec Arsenal. Et après, on l'a plus revu. Donc, je pense qu'il est blessé parce que je vois pas pourquoi il serait écarté. C'est clair. Et... Voilà. Et après, ouais, après il y a d'autres joueurs bien évidemment, comme Raphaël Brito, Samuel Suarez, il y en a tellement, mais Thomas Araujo qui, je pense qu'il c'est peut-être la plus grosse pépite, lui, il doit venir en second pour moi, mais sinon ouais, pour moi c'est clairement pas. Philippe Cruz aussi. Philippe Cruz aussi, oui, mais je préfère encore Thomas Araujo, mais ouais, non, clairement pour moi c'est Paulo Bernardo qui fera la meilleure carrière. Je suis d'accord avec toi, Alex. C'est clairement en termes de formation, tout club confondu, c'est clairement l'un de mes joueurs préférés. Et c'est vrai que tu as raison sur le fait qu'il est de plus en plus complet et que c'est un joueur qui a vraiment, qui a continué vraiment, au moins jusqu'à cet âge-là, a tenu sa courbe de progression et je suis d'accord avec toi, dans un club qui aurait un effectif un peu plus court, aurait déjà pu faire peut-être quelques apparitions du côté de l'équipe première au vu de sa première partie de saison en équipe B du côté de Benfica. Dany, est-ce que tu es d'accord avec Alex sur le talent à suivre, et si tu as un autre nom, moi honnêtement il y a quelques années j'aurais hésité aussi un petit peu avec Raphaël Brito, qui était un joueur aussi qui est capable de jouer à tellement de postes et qui est avec une certaine qualité à chaque fois. Qu'est-ce que tu en penses toi sur cette génération 2002 du côté de ton club? Je rejoins Alex, en plus il mettait en perspective l'interview de Ronald Five et je vais même me servir de cette interview pour en parler, c'est-à-dire qu'il disait que pour lui c'était vraiment le joueur qui allait exploser par la suite et que c'était un truc qui lui manquait, et je le voyais surtout déjà l'année dernière avec le 19, c'était le sens du but, c'est-à-dire à un moment ce qu'on va regarder c'est aussi le nombre de buts qu'il peut marquer, s'il est capable de marquer, et c'est ce qu'il a fait cette année avec la B, c'est là où pour moi il a le plus progressé, c'est le côté tueur. Il a mis pas mal de beaux buts et c'était un truc qui lui manquait. Donc pour moi, ouais, c'est le mec qui est déjà prêt pour jouer avec la A. Je pense que la blessure lui a coupé le rythme, mais je pense que la saison prochaine, c'est un mec qui pour moi doit prétendre à une poste au milieu de terrain. En tout cas, qui doit être dans l'effectif avant même de parler de titularisation, vu qu'on sait que c'est compliqué avec Jesus. Par la suite, je dirais Brito et Philippe Clouge et ouais, Thomas Jalaouche. Pour moi, en fait, Thomas Jalaouche, je pense qu'il produit cette année, c'est le mec qui déjà est arrivé en B cette année, qui s'est imposé naturellement et qui se débrouille le mieux en formant une superbe paire avec Morato. Dans sa lecture du jeu, dans sa qualité technique. C'est un joueur impressionnant pour son jeune âge. Il a été loué récemment par la presse. Apparemment, il aurait eu des éloges de Jesus qui aurait aimé ce qu'il a vu. Mais pareil, pour moi, il faut encore, je pense, qu'il continue en B. Ça me dérangerait pas de le voir encore une saison plus avec la B. Quand tu vois que devant, si c'est pour en fait faire la saison de Gonzalo Ramos, ni en A et ne pas jouer, je préfère encore le voir jouer en B, rôder une deuxième année pour être une valeur sûre, un peu comme Ruben Dias à l'époque, et intégrer la A naturellement par la suite. Pour le reste, Brito, je pense que si cette année on le voit moins avec la B, tout simplement parce qu'on a Diogo Mendes. On n'en parle pas parce que voilà, c'est déjà un joueur qui est plutôt âgé. Âgé, c'est un gros mot, hein. Mais c'est un mec qui cette année fait une saison incroyable et qui du coup me ferme ma bouche parce que je ne pensais pas le voir à ce niveau-là un jour, et qui réalise pour le coup une très très bonne saison. Et du coup, ça bouche un peu l'espace pour Raphaël Brito qui a été plutôt avec les U23, qui a été bon avec les U23. Mais du coup, ouais, quand tu vois que la saison dernière, il passe son temps avec la B en titulaire et que là, c'est l'opposé, sachant qu'il était même monté avec l'âge sur la fin de saison dans le groupe A. Surtout que je pense qu'on peut à penser que pour moi c'est un défenseur central et il aurait pu faire plus de défense. Une énorme carrière en défense centrale. Au milieu, j'ai plus de doutes quand même. Ok. Bah voilà, donc il est polyvalent. Moi, j'avoue plus le voir en tant que 6. Après, ouais, je peux comprendre que Alex le voit plus en tant que défenseur. Bon, de toute façon, pour moi, il est aussi bon dans un poste comme dans l'autre. En tout cas, pour moi, il fait très bien le travail dans les deux postes. Il est très très bon. Techniquement, pareil, c'est du très haut niveau. Et pour moi, après, mon chouchou à côté, c'est vraiment Philippe Clouche qui, pour moi, sera le joueur à suivre sur ce poste d'arrière droit. Après, encore une fois, si c'est chez nous,
j'ai succombé. Si c'est pas chez nous, bah tant pis. Mais c'est un joueur impressionnant. C'est un ancien ailier droit qui au fur et à mesure de sa formation est passé latéral droit et qui est pour moi tout simplement incroyable, que ce soit déjà dans le jeu, les coups de pied arrêtés, et puis au-delà de ça, c'est un joueur qui a beaucoup de leadership, qui a beaucoup de caractère, et pour moi c'est aussi très important pour construire une grande carrière, et chez lui je vois beaucoup de ça, beaucoup de professionnalisme chez ce gamin. Je pense que pour moi, c'est un joueur, si on le crame pas comme Thomas Tavares, même si pour moi, il a beaucoup plus de potentiel que Thomas Tavares. Et si on le crame pas, c'est un joueur qui a tout pour être une valeur sûre chez Benfica et pour Vieira, peut-être une grosse vente. Voilà. Mais je suis Paulo Bernardo en top, pour moi. Et ben on est d'accord sur le nom de Paulo Bernardo en 2002, les garçons. Il y a aussi d'autres noms que sur cette génération que tu n'as peut-être pas évoqué, un Gerson Souza, un Diogo Nascimento, et aussi un Enrique Araujo, qui est arrivé un peu plus tard, enfin pas si tard que ça, mais qui aujourd'hui encore cette saison fait une bonne saison. Oui Alex, vas-y, enchaîne sur ces noms-là. Oui, Gerson, j'ai dit aussi, ouais. C'est aussi des noms à suivre, mais à quel degré selon vous? Je vais peut-être commencer pour Enrique Araujo. Pour moi, c'est un des joueurs qu'il va falloir suivre. C'est pas forcément le mec au niveau du potentiel. Tu te dis ouais, ok, ça va être du lourd, mais en fait, c'est un gars qui a tellement progressé d'une année à l'autre et qui est en train de faire tellement de dégâts avec la B là où j'aurais pas pensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on voit sur les deux derniers matchs, on voit Gonzalo Ramos avec la B. Aux côtés d'Enrique, pour moi, c'est Enrique qui me fait plus de plaisir, sûrement parce qu'il a plus de rythme aussi, mais qui a pour moi énormément progressé à ce poste, à son jeune âge, et qui pour moi est une valeur sûre. Et même s'il n'a pas le talent d'un énorme joueur pour atteindre des hauts niveaux, pour moi il peut y arriver justement par rapport à tout le travail qu'il fournit. Et on l'a comparé récemment à un joueur, on dira s'il y en a qui pensent que c'est pareil ou pas, mais on l'a comparé à Pauletta. C'est juste qu'il compare à Pauletta, qui pour moi vraiment, c'est un attaquant plutôt complet, pas forcément énormément technique, mais pour moi dos au but, etc. Dans la compréhension du jeu, etc. Pour moi, il est très 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 fort. Et pour moi, voilà, en étant sérieux comme ça, je sais pas s'il sera titulaire à l'extérieur. Encore une fois, ça c'est un autre débat, mais pour moi, il est un très très gros talent. Et pour Gerson Souza, ouais, c'est un bon jeune qui pour l'instant, bon, je crois on l'a peut-être vu une fois en B, une fois ou deux cette année, si je dis pas de bêtises, Alex. Qui pour moi est un bon ailier. Il a été aussi dans le groupe A pour un des premiers matchs d'Atas de Portugal. C'est un bon jeune aussi. Maintenant, je demande du temps parce que pour moi, il faut entre les U23, U19 et la B, il y a quand même des fois un fossé. Et pour moi, la B, c'est là où tu commences déjà à confirmer puisque tu confrontes le monde pro réellement. C'est là où tu tapes des équipes qui jouent pour le maintien, qui jouent pour le titre. Tu as de l'expérience, tu as vraiment de tout. Donc déjà, s'imposer en B, c'est un tout autre défi pour moi. J'attends de vraiment le voir régulièrement avec la B pour en parler. Pareil pour Diogo Nascimento, c'est un joueur que j'adore, qui pour moi cette année joue un cran en dessous sur le terrain et tout aussi bon en fait, même très très fort. Alex disait, il a plus un profil Thiago Dantas en ce moment. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec les 23, il régale. Pareil, j'attends de le voir avec la B avant de m'enflammer. J'ai un peu du mal des fois, à part les mecs où ça se voit réellement, par exemple Paulo Bernardo l'année dernière avec les 19, avant même qu'il commence à apparaître avec la B, tu disais ouais bon lui ça va être facile, mais il y en a, pour moi la marche entre les 23 et la B des fois est assez grande et il faut attendre pour voir s'il confirme. Donc voilà. Ok Dany, Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces noms-là? Non, vraiment, c'est des trois bons joueurs. Peut-être Enrique déjà un peu plus complet que les deux autres. Enrique Araujo qui plante but sur but en équipe B, qui est déjà peut-être plus proche de l'équipe première que Gerson Souza et Diego Nascimento. Les concernant, ils ont besoin de gagner en régularité. C'est vrai qu'ils peuvent être très bons pendant 3-4 matchs, ensuite disparaître pendant 3-5 matchs. 3-4 matchs, donc voilà, ils ont besoin de continuité, de progresser. Diogo Nascimento, c'est vraiment un talent brut, il a vraiment des qualités techniques au-dessus de la moyenne, mais je le trouve déjà meilleur cette année que la saison dernière, perso. Mais je pense que voilà, s'il continue à progresser, ça peut devenir une vraie pépite. Et après, un autre joueur que j'aime beaucoup de cette génération 2002, c'est Bajrami, le Suisse là, que j'aime beaucoup en défense centrale. Si on aime Morato, mais lui. c'est vraiment un joueur de côté. Enfin, on en parle vraiment peu, alors que c'est vraiment un excellent défenseur. Donc si on aime Morato, je pense qu'on est obligé d'aimer Bajrami. Donc
à voir dans le futur, mais je pense que ça Si, peut devenir un très bon joueur si aussi. je peux compléter, si je peux te compléter, si t'as fini, par rapport à Adrian, pardon, c'est un défenseur qui m'a impressionné. Je l'ai vu en fait, bon, je le vois jouer régulièrement le week-end, mais je l'ai vu en vrai sur un match du 19 et il faisait justement pair avec Thomas Araújo l'année dernière. Et j'ai adoré son profil, pareil. J'adore en fait déjà l'homme. Des fois, c'est important de voir aussi ce qu'ils veulent en tant que personne. Enfin, pour moi, c'est important à cet âge-là. Et c'est un gamin qui a la tête sur les épaules et qui, pareil, sur le terrain, m'a impressionné par sa maturité dans le jeu en fait. Son leadership, pareil, genre à l'aise avec le ballon, qui a pas peur de porter le ballon. Très bonne vision de jeu. Enfin, pareil, c'est loin, pas encore un Morato et encore loin. Enfin, pour moi, il n'a pas le même potentiel, ça, mais en tout cas, ils ont un peu le même profil, balle au pied, on va dire. Mm. J'aime beaucoup Gaucher aussi, et voilà. Après, c'est des joueurs qu'on voit moins pour l'instant, mais qui peuvent prétendre rapidement à une place en B selon les places qui se libèrent. Parce que si on les mettrait tous en B en soi, déjà, je pense que il y a aucun intérêt. C'est aussi pour ça qu'on a les U23 et Mhm. qui, pour l'instant, se démerdent très très bien. Ok, les garçons, juste pour compléter sur Enrique Rojo, parce que moi, ce qui est aussi impressionnant, c'est un Madélien, ce qui a été d'abord formé à Maritimo, enfin, comme chez les jeunes, il n'y a pas il y a un championnat juste sur l'île de Madère, et je crois qu'il marque 40 ou 50 buts là-bas. Les stades de fou. Il a des stats de fou, mais c'est vrai que c'était face à une compétitivité moindre, et c'est vrai que s'adapter ensuite aussi rapidement et aussi facilement dans les années à venir dans les championnats au Portugal continental cette fois-ci, j'ai trouvé ça impressionnant, et donc parfois, bon, malgré la compétitivité, quand le talent est là, ça fait des dégâts, et ça en fait pour Enrique Araujo que c'est un joueur impressionnant et qui fait de belles choses depuis qu'il est à Benfica, au centre de formation de Benfica. Les garçons, on enchaîne sur cette fois-ci sur les 2003. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, vous avez remarqué, il y a beaucoup de noms à citer au centre de formation de Benfica. Et en 2003, je vais vous laisser trancher parce que bon, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, beaucoup parler de lui, mais si on nommait ses problèmes de contrat ces dernières semaines, j'ai envie de dire, il n'y a presque pas trop de doutes, mais bon, vous allez me répondre, les garçons. En 2003, qui est selon vous le talent générationnel, et si oui, pourquoi Ronaldo Gamara? Je pense que oui, c'est le seul, enfin l'un des seuls qui, avec Martinetto, qui a joué en équipe B, donc ça veut déjà tout dire. C'est un joueur qui a toujours été surclassé. Je me rappelle quand il avait 14 ans, et il jouait déjà avec les U17 de la sélection portugaise. Et il était toujours surclassé de 2 fois avec Benfica. Donc Mathieu l'a très bien dit contre Braga. Je me rappelle d'un match contre Braga il y a 2 ans de ça où il a marché sur tous les autres, tout Il simplement. nous détruit, oui. Ouais, C'était pas même beau à un voir. c'est pas beau à voir pour toi, Mathieu, mais c'était trop beau à voir pour nous, les amoureux du foot. Et non, c'est un talent incroyable qui se repose un peu trop sur ses acquis, je pense, s'il se regarde un peu trop jouer encore. J'espère qu'il va progresser parce que s'il progresse pas, c'est dommage. J'ai tendance à croire que, comme je viens de le dire, qu'il repose sur ses acquis, je sais pas, c'est un peu comme Ndombele en fait, comme a dit Mourinho, tu sens qu'il peut faire plus, mais t'as l'impression qu'il veut pas en fait. C'est un sentiment assez mitigé, mais ça reste un talent incroyable de cette génération. Juste en dessous, tu as Martinetto qui va pas tarder à le dépasser si Camara ne joue plus pendant quelques mois. Martinetto est tout juste en dessus, mais c'est un talent incroyable aussi. Pareil, un peu même style que Balobert, un box-to-box, mais très techniquement. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment les deux meilleurs pour moi de cette génération. Il y en a d'autres, mais je vais laisser Dani en parler. Mais c'est vraiment pour moi les deux meilleurs de cette génération 2003. Dani, tranche entre Martinetto, le cousin de Pedro Neto, pour la petite Voilà, information. j'allais le dire, mais Et désolé. Et donc tranche entre Martinetto et Ronaldo Gamara. Objectivement, s'il te plaît, si tu as quelque chose à rajouter sur ces histoires de contrat, si tu en sais plus, dis-nous tout. Et sinon, déjà, sur ces sujets-là, qu'est-ce que tu en penses? on va faire vite fait une petite parenthèse sur le contrat. Je crois que je disais dans la presse aujourd'hui que j'avais pas fini l'article, mais que c'était bien avancé. Je crois qu'il était même revenu au Seychelles, etc. Donc je pense que son renouvellement devrait être bien annoncé. Je trouve ça juste dommage qu'il ait perdu autant de temps en fait sur une saison, et pour moi en formation c'est très important. Donc pour son développement, avoir été joué pendant 3 mois facile, 3-4 mois, je trouve ça bête pour lui, et je pense que ça profite à d'autres, et du coup c'est parfait pour ma transition. Ça profite à des Martinez qui, pour moi, j'espère qu'on verra pas le même en fait contraste qu'on a eu avec Mbalo et Gonzalo Ramos. Enfin,
du moins, j'espère, si c'est pour le bonheur de Benfica, ça me dérange pas de voir ça, parce que pour moi, Martinez aujourd'hui est prêt pour la B. Il a fait un match titulaire, il a fait 2 entrées à côté. Pour moi, aujourd'hui, il peut clairement rentrer dans le 11. Quand tu vois ce qu'il apporte, cette verticalité dans le jeu, c'est un mec techniquement, là, comme l'a dit Alex, très très doué. Pour moi, au-dessus de Paulo Bernardo dans l'aspect technique. Pour moi, il peut jouer, ça peut être un relayeur, comme il peut jouer aussi très haut sur le terrain. C'est vraiment le genre de milieu qui, pour moi, me donne envie d'allumer ma télé, sincèrement. Et qui, pour moi, aussi, si sérieux, peut dépasser Ronaldo Camara, parce que je pense on a dit des bonnes choses sur Ronaldo Camara, même l'année dernière, il y a un match en U23 où il redescend pour jouer contre le Sporting et il fait un match incroyable. Mais en fait, je trouve qu'il n'a pas de progression en fait, depuis un an. Je trouve qu'il stagne. Et ces 3-4 mois, justement, dans une période assez cruciale de sa carrière, je trouve ça bête. Je trouve ça bête, en fait, pour lui de s'être un peu boycotté tout seul. Parce que c'était pas le meilleur moment pour ça. Déjà, il n'y a pas de bon moment, je pense, pour arrêter pendant 3-4 mois pour des questions de contrat. Mais dans sa mesure où il n'était pas titulaire déjà indiscutablement B, je trouve ça dommage pour lui parce que je pense qu'il a tout pour faire une très bonne carrière. Maintenant, ouais, objectivement, je vais quand même mettre Ronaldo Camara, mais je pense que le vent peut vite tourner pour lui si il n'y a pas de réelle progression de sa part, et je pense que Martinez peut être la personne qui prendra vite le flambeau pour cette génération de 2003. D'accord, mais tu n'as pas tranché donc. Donc pour moi c'est Camara, mais voilà, Camara. Ouais, en fait, à l'heure actuelle, c'est Ronaldo Camara, mais je ne serais pas surpris de voir Martinez l'année prochaine au-dessus de lui. Et par la suite, même. Ça ne me surprendrait pas. Mais ça serait même extra sportif. C'est-à-dire que l'extra en fait, aurait eu un impact sur le sportif et on sait tous pourquoi. Donc, voilà. Ok, Dany, bon, on refera ce podcast l'année prochaine hein, et on verra qu'est-ce qui se passera. Donc Ronaldo Gamara entre vous deux, bon, je suis d'accord avec vous, mais j'ai envie de te lancer Alex aussi sur d'autres noms aussi intéressants. Moi j'en vois deux. Enfin, peut-être que j'en oublie parce que j'ai fait la liste un peu rapidement, mais il y en a un qui était anciennement à Guimarães, c'est Jean Rezende et Guilherme Montoya à l'arrière gauche. Si t'en as d'autres, vas-y. Si t'as ces deux-là déjà, parle-en-nous un petit peu de cet attaquant et de cet arrière gauche du côté de Benfica en génération de 2003. Alors, Guilherme Montoya, c'est pour moi le meilleur latéral gauche de la formation de Benfica. C'est le plus complet, c'est même peut-être l'un des meilleurs que j'avais trouvé en formation après Nuno Mendes, en formation portugaise. Qui est dommage, c'est qu'il enchaîne les blessures, du coup il n'arrive pas à enchaîner les saisons, et ça, comme l'a dit Dany, dans cette période-là d'âge, dans cette tranche d'âge où tu as besoin d'enchaîner les matchs, où tu es en pleine croissance, où tu es en plein apprentissage, le fait de se blesser aussi souvent, c'est tellement dommage, mais c'est vraiment un vrai talent. Donc à voir dans l'avenir. Ensuite, ouais, Jean Racine, c'est un joueur qui performait beaucoup à Guimarães, qui marquait but sur but. Il y avait ce tandem avec Vasco Sousa qui est aujourd'hui à Porto, qui était extraordinaire. Vraiment, on se régalait de voir jouer les deux devant, qui sont de la même génération, Vasco Sousa et Jean Racine. Et là, aujourd'hui, il continue à Benfica. Benfica, il a... alors, j'ai pas les stats en dessous des yeux. Je vais essayer de les retrouver vite fait. Il a pas joué avec l'équipe B encore, mais il a joué essentiellement avec les U23. Et voilà, il a 12 matchs, 7 buts marqués. Il a commencé la saison en janvier, limite. En janvier, ouais. En janvier, il rentre en U23, il performe déjà 7 buts marqués. C'est vraiment l'année dernière, il a 24 buts en 19 matchs en U17. Donc non, c'est vraiment un gros talent, un vrai attaquant de surface qui progresse aussi de plus en plus. Il fait penser vraiment à Fabio Silva. Et non, Benfica est très bien fourni à ce poste-là. Et l'autre joueur que je ne m'y attendais pas du tout, mais qui m'a vraiment surpris, c'est Dany, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est Luis Semedo. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est impressionnant. Ouais, je l'avais vu jouer peut-être 15 fois, il m'avait pas tapé dans l'œil, mais là, cette saison, il 23, il est vraiment ouais, une belle surprise, quoi. Puissant, qui conserve bien le ballon, qui peut jouer dos au but, une grosse frappe de balle, donc une vraie surprise pour moi, le petit Luis Semedo. Pour le coup, c'est tout l'opposé d'un joueur Rosel, en tout cas sur le terrain pour moi. Que ce soit physiquement ou dans le jeu, c'est vraiment un monde. Il y a un monde qui les sépare. Mais voilà, c'est pas forcément du talent. Tu dis pas ouais, ok, lui il peut taper les portes de là, mais pareil, c'est un profil qui peut venir à être intéressant.
que ça soit pour nous ou en Ligue 1, pour moi, il peut faire une bonne carrière. Voilà, c'est pour dire déjà que physiquement, je trouve que pour son âge, il est très très développé pour le coup. Donc ouais, non, c'est réelle surprise pour les U23 qui, voilà, avec Jean Rosen se sont partagés ce poste d'attaquant durant toute la saison. Mais bon, préférence pour Rosen, je pense comme toi, parce que c'est vraiment un joueur qui déjà tactiquement est très très évolué pour moi, qui a une connaissance du jeu intéressante et un instinct de buteur. Je pense que pour moi, c'est mon chouchou, en tout cas au poste de numéro 9. Pour moi, c'est un véritable 9. Parce que pour moi, il n'est pas que fixé devant. C'est un 9 complet, pardon. Pas vraiment un véritable 9, mais un 9 complet, à mon sens. Ok les garçons, pour cette génération 2003, donc on a tranché Ronaldo Gamara qui sera donc notre talent à suivre, mais on verra par la suite. On a bien compris. Notez aussi que les U23 se sont qualifiés pour la coupe Révélation. Le tirage au sort est hier, étant donné que Benfica finit premier de la phase de relégation. Il n'y a pas de relégation, mais donc Benfica fera partie des 8 équipes. Les U23 de Benfica feront partie des 8 équipes qui joueront cette coupe Révélation à partir de la semaine prochaine, le 13 avril. En tout cas, Braga commence le 13 avril. Je ne sais pas si tout le monde joue le 13 avril, mais voilà pour l'info. Et tout de suite, on passe au 2004. Alex, on en a parlé un peu en off. Bon, tu m'as parlé de Cherendour, mais qui est un joueur qui a aussi arrivé en cours de saison, mais qui arrive très jeune, donc ça comptera dans les années à venir, bien sûr. Une génération avec le fameux frère de Jean-Félix, Hugo Félix, qui de mon point de vue n'est pas la génération la plus incroyable du côté de Benfica ces dernières années. Bon, on ne peut pas avoir une génération de fous tous les ans. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et quel est le joueur à ressortir de cette année 2004? Pour moi, c'est clairement Cherendour, du coup, qui vient d'arriver de l'Atalanta, si je dis pas de bêtises, c'est ça, il est arrivé cet été. C'est ça. Quel joueur, il joue déjà avec l'U23 à 16 ans, c'est un profil à la Pogba, puissant, il a 16 ans, mais t'as l'impression qu'il a déjà 20 ans, tellement physiquement il est au-dessus. Non, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette génération, donc je pense que c'est peut-être l'un des seuls qui touchera l'équipe 1 dans quelques années. Et ensuite, il y a d'autres joueurs comme João Neves que j'aime beaucoup, qui on n'a pas vu évoluer cette saison, dommage, avec l'arrêt des championnats, que j'aurais aimé continuer à voir à progresser. C'est vraiment un super joueur, João Neves. Et ensuite, il y a Diogo Prios, que j'aime beaucoup aussi. C'est un joueur intelligent qui a un QI foot au-dessus de la moyenne. Et je pense que c'est peut-être le plus important chez un joueur, c'est d'avoir cette compréhension du jeu qui est au-dessus de la moyenne. Et Diogo Prios, c'est ça, c'est pas forcément le joueur qu'on admire voir voilà, il n'y a pas des skills énormes, c'est pas lui qui va faire des passements de jambes, c'est pas lui qui va faire des ouvertures magnifiques, mais c'est un joueur toujours bien placé qui anticipe tout, etc. Tandis que João Neves est plus vraiment, c'est vraiment le joueur vif, technique, ce petit milieu de terrain de poche qui est super agréable à voir jouer. Donc voilà, pour moi, c'est ces 3 joueurs-là qui sont au-dessus au niveau de la génération 2004. Après, oui, il y a peut-être Hugo Félix, s'il progresse bien. Je dis pas que voilà, Jean Thomé aussi, c'est pas des mauvais joueurs. Sur un Benfica, c'est pas des mauvais joueurs. Mais pour moi, les deux sont un peu en dessous des 3 que j'ai cités auparavant. Dany, est-ce que tu es d'accord avec le joueur ressorti par Alex, et est-ce que tu as d'autres noms à ressortir? Donc on part sur Endour, c'est ça? Alex part sur Endour. Toi, tu pars sur qui? Je pars sur le même parce que pour le coup, je connaissais pas du tout le joueur avant son arrivée. J'ai été surpris et positivement parce que j'ai vu en U23. Déjà, je me dis par rapport déjà à son âge, c'est impressionnant de jouer à 16 ans à ce niveau-là face à des mecs qui sont quand même plus âgés que lui. Physiquement, comme dirait Alex, il en fait 20. Il est très habile techniquement, ouais, vraiment un profil à la Pogba. Après voilà, toujours un peu de mal à me dire ouais, qu'est-ce que ça peut donner dans 3-4 ans parce que c'est des jeunes comme ça qui peuvent te faire 1 ou 2 saisons, mais il faut voir sur la durée, peut-être voir l'année prochaine. Peut-être aussi, peut-être avec le retour du championnat U19, qui on l'a pas dit, mais qui n'est pas apparu cette année. Et du coup, peut-être avec son apparition l'année prochaine, ça serait peut-être plus intéressant de le voir dans un cadre U19, parce que moi, franchement, j'ai un réel intérêt pour ce championnat, et je dirais même que des fois, je trouve plus intéressant pour mon équipe de Benfica dans le niveau. Je préfère voir des fois le U19 que le U23. Et aussi de le voir dans un cadre avec la Youth League. Je pense que c'est là où peut-être on verra déjà un peu plus ce qui se passe quand ils se confrontent au niveau européen de la formation. Mais pour moi, ouais, ça sera Endour. Endour largement. Parce que je pense que pour l'instant, c'est celui qui est le plus en avance
sur cette formation. J'ai oublié de citer Diego Moreira, pardon. C'est vrai que, oui, voilà, aussi Diego Moreira. Il a fait quoi 2-3 apparitions, il est rentré, une titularisation. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant, mais il faut aussi qu'on envoie. Enfin, moi, pour ma part, je dis pas Alex, parce que je pense qu'il le connaissait déjà avant en Belgique. Enfin, oui, tu le connaissais d'ailleurs, c'est même pas, je pense, c'est sûr. Moi, de ce que j'ai vu, c'est un joueur intéressant, un ailier, voilà, provocateur, qui aime avoir le ballon, qui aime provoquer. J'aime beaucoup ce genre de joueur, en tout cas. Maintenant, il faut que je vois sur une saison plus complète où il pourra être titulaire, parce qu'on l'a pratiquement pas vu. Et pareil, avec l'arrêt des championnats U19, c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu voir un championnat intéressant avec tous ces jeunes-là. Ouais, en gros, pour compléter ça, t'as le crack générationnel qui est Cheikh Ndour, et ensuite t'as les deux autres qui sont vraiment bons. Pour moi, c'est João Neves, Diego Moreira et aussi du coup, les trois Diego Costa. Pour moi, voilà, c'est les 5 joueurs peut-être qui auront peut-être au-dessus dans quelques années. Ouais, je suis d'accord. Et pour rebondir sur les U23, U19, Dani, il me semble même au début du championnat, du début de l'équipe U23 du côté de Benfica, il y avait souvent pas mal de U19 première génération, première année calée en U23 pour laisser les deuxièmes jouer le championnat U19. En gros, le U23 passait derrière le U19 pour côté Benfica, et c'est encore un peu le cas parce que le championnat U19 en termes de prestige au Portugal, était encore un championnat, le championnat junior était encore un championnat beaucoup plus relevant et beaucoup plus reconnu au Portugal. Et pour les jeunes joueurs au Portugal, c'est limite plus intéressant. C'est un vrai objectif dans les clubs qui peuvent remporter ce championnat. Benfica, Porto, Sporting, de gagner le championnat junior en U19, ça a encore une valeur au-dessus du championnat U23, même si cette année il n'y avait pas de championnat U19, et donc les clubs se sont reportés un peu sur le championnat U23, remporté par Estoril cette année. On a parlé un petit peu hier, et on va tranquillement terminer, les garçons. Bon, là, faut pas me demander sur les 2005 parce que c'était censé être des U. Non, pas des U15, des U16 cette année. Donc, Alex, je vais te laisser avec les 2004 aussi, la grande génération un peu sacrifiée de cet arrêt du Covid, cet arrêt des championnats liés au Covid au Portugal cette saison. Ouais, la génération 2005, c'est une très très bonne génération côté Benfica, tu l'as dit. C'est vrai qu'il y a eu un petit creux au niveau de la génération 2004. Encore une fois, on a oublié de citer André Gomes, le gardien, qui s'est entraîné avec la une il n'y a pas longtemps, qui est vraiment un excellent gardien. C'est vrai que c'est des noms comme ça qui me reviennent, mais c'est vrai que c'est peut-être le même. Voilà, si tu mets au même niveau pour André Gomes, ce sera peut-être le futur gardien de Benfica, tellement il est complet, et voilà, il s'entraîne déjà avec l'équipe. Et pour la génération 2005, non, il y a des super joueurs. Encore une fois, il y a João Veloso que j'adore énormément, qui était surclassé en sélection, donc c'était un U15, il jouait déjà avec les U16 et il a fait même une apparition en U17, comme Dario Essogo du coup, et c'est un super joueur, un milieu de terrain longiligne, hyper complet, qui peut jouer devant la défense, qui peut jouer 8, qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne, qui est vraiment un joueur super agréable à avoir joué. Tu as le défenseur central Enrique Kessa qui me fait penser normalement à Ruben Dias, très très fort dans le duel, rapide, et qui je pense sera un avenir Benfica. Alpha Baldé qui lui du coup me fait penser à Mbalo quand il était jeune, petit gaucher vif qui rentre souvent sur son pied gauche, mais j'espère qu'il aura quand même une meilleure progression. Donc non, t'as des très bons joueurs dans cette génération 2005. Là de tête, c'est les trois qui me viennent à l'esprit, mais pressé de les revoir jouer parce que ça me manque, les championnats juniors, U17, juvéniles, Ginessiades, et voilà, et j'espère pour eux qu'ils n'ont pas perdu tout leur football. Je pense pas qu'ils ont perdu tout leur football en un an, mais c'est vrai que ça les retarde dans leur progression, et on espère vivement le retour des matchs de jeunes, parce que c'est ce qui fait un peu notre avenir, quoi, et on a besoin d'avoir tous ces joueurs là dans les prochaines années au Portugal. Ok Alex, sur André Gomes, oui, enfin un gardien qui est bon avec ses pieds au Portugal. Oui, c'est un truc. Perso, j'en cherche depuis longtemps, un gardien bon au pied au Portugal. Il y a Selton. C'est le thème qui est parti avec mais il faut être bon aussi il faut être bon avec ses mains aussi, tu vois. T'es dur. Moi j'aime bien le gardien. Je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs et qu'aujourd'hui il joue même pas à Guimarães. Je dis ça après. Il joue avec l'équipe B, non? Oui, il joue avec l'équipe B peut-être. Il a changé d'équipe B en gros. D'accord. Ouais. D'accord. Perso, je préfère le Kokubo, qui est pas. C'est la même génération. Si, c'est la même génération. Je préfère Kokubo par exemple. Mais bon, ça c'est mon avis. Kokubo. Alex, est-ce que tu as quelque chose. Dani, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les 2005? Parce qu'Alex n'a pas vraiment tranché sur le nom à choisir. En 2005, tu veux que je tranche? Tranche, vas-y. Et Dani João Veloso. Dani. Moi, je maîtrise pas autant qu'Alex cette génération-là, mais je me souviens de ce que me disait Alex en parlant. C'était
Les noms à tenir, c'était ça. C'était Jean Vlose, t'avais Alpha Baldé et ouais, le gardien André Gomez. Donc, mais une très bonne génération. Donc, hâte de les voir aussi. Je pense que ça sera plus simple l'année prochaine de les voir et j'aurai peut-être un avis plus concret sur ça. Cette génération, pardon. Ok, les garçons, donc Jean Veloz en génération 2005, oui, parce qu'en fait, il y a un peu Calex qui regarde jusqu'au U15 déjà. Nous, on se fixe une barre un peu en U17 parce que là, on voit comment quand ça va des choses en U15. Parfois, je trouve qu'il y a des matchs qui sont difficiles à voir, mais il y a aussi des très bons. C'est très individuel parfois. Hein. S'il y a beaucoup de talent individuel, c'est intéressant, mais si tu vas voir sur certains autres matchs où il y a moins de talent individuel, où il y en a que 1-2 sur le terrain, ça peut devenir un peu difficile à voir sur 80 minutes, parce que c'est vrai qu'au Portugal, en U15, je crois que ça jouait pas encore l'année dernière sur 90 minutes. Donc voilà. On a fait le tour. Dany, juste pour te relancer par rapport, parce qu'on a beaucoup parlé de l'équipe B, qui au final fait une belle saison. Donc peut-être conclure sur ça, parce que il me semble que l'équipe est 9e ou 8e, je sais plus. Je crois avant la défaite de Screen, ils étaient 7e, donc là j'ai pas checké, mais je peux dire d'accord. ça. Ils sont 9e. Voilà, repris par Nelson Verissimo, donc l'ancien adjoint de Bruno Lage, qui a fait la fin de saison dernière du côté de Benfica, qui a remplacé Renato Paev, qui est parti en Équateur à l'Independiente del Valle il y a quelques mois. Un rapide résumé, vas-y, sur cette équipe-là, qui a été une équipe très importante pour tous les clubs aussi, pour tous les clubs qui en ont une en formation, au regard des différentes équipes qui n'ont pas pu jouer cette année, et d'une saison qui au final est entre guillemets parfaite, d'une équipe B en 2e division, un peu dans le ventre mou, on perd aussi beaucoup de matchs, on en gagne pour se maintenir assez facilement aussi, et on a une équipe, on a des joueurs en tout cas qui progressent dans un contexte compétitif très élevé pour certains pour leur jeune âge. Franchement, depuis que je regarde les équipes B, je pense que c'est une des équipes les plus complètes. Et en fait, le point le plus important, c'est une des équipes où je pense qu'il y a le plus de joueurs en fait de la formation qui jouent en fait. C'est-à-dire que ce soit sur le 11 ou sur le banc, tu as énormément de joueurs formés au club, tu as très peu d'étrangers. Non pas que ça soit mauvais, comme avec Vukovic ou Zvila, mais même si pour moi Zvila c'est un autre contexte, mais c'est vraiment une des équipes qui pour moi au niveau du talent a pas forcément, à part Paulo Bernardo, un joueur, un crack qui se dégage dans le 11, mais qui est pour moi très complète et très intéressante à voir jouer, qui aime avoir le ballon, qui depuis l'arrivée de Verissimo, même s'il y avait quelques réticences, je le dis très clairement, c'est pas une nouvelle qui m'enthousiasmait, et joue très bien, est très bonne sur les coups de pied arrêtés, a marqué pas mal de buts sur les coups de pied arrêtés, solide défensivement, même si ces derniers matchs on a encaissé quand même pas mal de buts, 3-4 je pense sur les 4 derniers matchs, et pour moi, il y a eu vraiment une nouvelle évolution depuis le départ de Renato Paev, peut-être qu'il était déjà en fin de cycle. Ça ne lui retire en rien sa qualité, mais qui pour moi a su retrouver un renouveau sous Verissimo, en relançant même des joueurs comme David Tavares en revenant de près de Wolverhampton, ce qui pour moi a passé un cap. Je pense que ce prêt lui a fait du bien parce que je le vois jouer à un niveau très très bon. Ces derniers matchs, c'est lui qui est aussi très très en avant. Dans la globalité, c'est une très bonne saison. Comme tu l'as dit, on est dans le ventre mou, mais encore une fois, à ce stade-là, ce qu'on demande, c'est pas du tout d'être champion. Enfin, si tu peux l'être, tant mieux, mais c'est pas ce qu'on te demande. Aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est de pouvoir proposer du bon football, pouvoir faire le maximum d'erreurs sur le terrain et gagner en expérience, en fait, parce que pour moi, c'est là où tu apprends le plus, pour pouvoir être prêt potentiellement à passer le cap. Et finalement, on retrouve aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu as des joueurs comme Diogo Mendes qui ont finalement, pour moi, loupé le train à une certaine époque, quand bien même qu'ils étaient peut-être jamais destinés à monter dans le train, mais qui aujourd'hui permettent peut-être justement un certain équilibre afin de pouvoir justement donner l'accès à ce train-là à certains joueurs, en étant bon, en leur donnant de l'expérience. Pour moi aujourd'hui, quand je le vois avec le Capitana et être bon sur le terrain, c'est aussi peut-être un modèle au niveau de la B. C'est quelque chose qu'on voyait plus trop depuis un certain temps. Et pour moi, c'est aussi important dans la B d'avoir quelqu'un qui connaît ce championnat-là, qui connaît ce niveau-là et qui n'est pour l'instant pas dérangé par le fait d'être en B et qui cherchera peut-être une fenêtre pour moi pour atterrir dans un bon club en Ligue 1. Pour moi, c'est un joueur qui peut aujourd'hui prétendre au niveau de la première division et qui serait très intéressant pour certains clubs. Donc, non, très, très content de ce que je vois avec la B. Je prends beaucoup de plaisir à la regarder. Même sur les dernières défaites, pour moi, c'était vraiment bon dans le jeu.
Et donc voilà, à continuer, à voir ce que ça donnera l'année prochaine. Et pour Verissimo, bah écoute, merci de m'avoir fermé ma bouche parce que pour l'instant c'est bon, on verra par la suite. Mais très satisfait de ce que je vois. Ok les garçons, merci beaucoup. Oui, vas-y Alex, pardon, oui, si En 2005, du coup, ça fera office de mention spéciale. J'ai oublié de citer Jean Costa, qui vient de signer son contrat pro. Oui. Voilà, j'ai oublié de le mentionner dans cette génération 2005. Super attaquant, pareil, il a des stats de folie, je les ai pas sous les yeux, mais je crois que ça dépasse les 25 buts en U15. Donc, un vrai attaquant mobile qui prend la profondeur, qui est à l'aise techniquement. Donc voilà, je maintiens sur le fait que João Veloso est le crack générationnel de cette équipe-là, de cette génération. Mais juste en dessous, il y a clairement Jean Costa. Voilà, c'est mon mot de la fin. Ok Alex, c'est noté pour finir sur cette génération 2005. Les garçons, merci beaucoup d'avoir pris une cinquantaine de minutes pour nous parler du Seychelles et de ses talents générationnels. Donc le troisième épisode de notre série qui continuera donc la semaine prochaine, vous en doutez, avec le FC Porto et l'Olival. Merci les garçons. Pour tous nos auditeurs, vous pouvez aussi retrouver donc notre débrief d'après-match de quart de finale aller de Ligue des Champions en live hier si vous nous écoutez ce jeudi entre Porto et Chelsea. Le podcast est présent cette semaine. Golasobet demain, comme à votre habitude. Et nous, les garçons, on se retrouve la semaine prochaine pour nos différentes émissions, que ce soit en podcast et en direct. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou fin de soirée. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.